Alors qu'ils recherchaient la tombe perdue de Cléopâtre, des archéologues ont fait une découverte qui semblait presque irréelle. À environ 13 mètres sous terre, sous un temple égyptien en ruine, apparaissait un tunnel parfaitement droit, creusé dans le grès massif. Long de plus de 1300 mètres, il présente une précision telle que les spécialistes l'ont décrit comme un véritable miracle géométrique. Le tunnel se situe sous l'ancienne cité de Taposiris Magna, à l'ouest d'Alexandrie, près de la côte méditerranéenne de l'Égypte. L'équipe qui l'a découvert a méthodiquement retiré des couches de pierre et de débris avant d'atteindre ce passage d'environ 2 mètres de hauteur, taillé proprement dans la roche. Aucune trace d'effondrement ni de courbe irrégulière, seulement une précision remarquable. Si vous avez déjà essayé de percer un trou parfaitement droit dans un mur et échoué en quelques secondes, imaginez accomplir cela sous terre sur près d'1 kilomètre. Les anciens bâtisseurs ne disposaient ni de GPS, ni de laser, ni d'outils modernes de mesure. Pourtant, le tunnel demeure étonnamment nivelé sur toute sa longueur. Cela montre qu'ils maîtrisaient pente, angle et distance bien au-delà d'une simple construction empirique. Aujourd'hui encore, les ingénieurs s'appuient sur des machines pour atteindre une telle précision sous terre. Les anciens comptaient sur le savoir, la répétition et la patience. Certaines sections du tunnel sont aujourd'hui sous l'eau ou effondrées, probablement après plusieurs séismes survenus dans la région il y a des siècles. Selon certains experts, il aurait autrefois relié le temple à des sources d'eau ou à des zones rituelles plus proches de la mer. Les archéologues ont aussi remarqué que ce tunnel égyptien reproduisait exactement celui d'Eupalinos en Grèce, considéré comme l'un des grands exploits d'ingénierie de l'Antiquité, ce qui rend la découverte encore plus remarquable. Dans la Grèce antique, des passages souterrains reliaient les temples à des sources sacrées. Les déplacements dans l'espace, sous terre comme à la surface, suivaient parfois des parcours symboliques destinés à rejouer les mythes et les voyages des dieux. Un tel tunnel pouvait représenter un chemin vers l'au-delà, la renaissance ou une transition divine. Il est peu probable qu'un ouvrage aussi exigeant ait été construit pour un simple décor. Lors de fouilles antérieures, les archéologues ont d'ailleurs découvert de nombreux artefacts, des pièces portant les noms et visages de Cléopâtre VII et d'Alexandre le Grand, des figurines, des statues de divinités, une momie à la langue faite d'or, ainsi qu'un vaste cimetière rempli de momies de style gréco-romain. Ce tunnel d'une géométrie parfaite n'est pas un exploit isolé. Non loin de là, des archéologues sous-marins au large d'Alexandrie ont mis au jour une découverte digne d'un récit de croisière royale. Un bateau de plaisance vieux de 2000 ans qui naviguait autrefois sur le Nil. Il ne s'agissait pas d'un simple bateau de pêche ni d'une barge de transport. L'embarcation atteignait probablement plus de 35 mètres de long pour environ 7 mètres de large, avec une cabine décorée et près d'une vingtaine de rameurs, transformant le fleuve en véritable palais mobile. Il ne s'agit pas d'une hypothèse sortie de nulle part. Un géographe grec de l'Antiquité, Strabon, évoquait déjà ce type de navire vers le 1er siècle avant notre ère. Il décrivait des embarcations somptueuses utilisées par la royauté lors de fêtes et de cérémonies à Alexandrie. Pendant longtemps, les historiens ont cru à une exagération littéraire. Puis, l'épave est apparue et Strabon a soudain semblé moins un conteur qu'un témoin. L'art antique confirme aussi ces descriptions. La mosaïque de Palestrina, en Italie, montre des bateaux richement ornés descendant le Nil. Leur apparence correspond presque parfaitement aux textes et aux preuves archéologiques. À l'intérieur de l'épave, les archéologues ont découvert un détail minuscule mais profondément humain. Des graffitis grecs gravés dans le bois, simples mots laissés par quelqu'un qui se tenait sur ce pont il y a 2000 ans. Les chercheurs n'ont pas encore entièrement déchiffré l'inscription, mais sa présence seule est révélatrice.
Elle montre que ce navire n'était pas seulement un symbole flottant de puissance, des personnes y vivaient réellement. On pourrait le comparer à un yacht moderne luxueux, tandis que le Nil fonctionnait comme une vaste autoroute fluviale. De nombreux navires transportant des passagers circulaient alors, visitant des proches, acheminant des marchandises pour le commerce, menant des affaires ou partant simplement en croisière. L'emplacement de l'épave rend l'histoire encore plus remarquable. Le bateau reposait près du temple d'Isis sur Antirodos, une île qui abritait autrefois des bâtiments royaux et religieux avant que des séismes et la montée des eaux ne la fassent disparaître. Le temple s'est effondré vers l'an 50 de notre ère, et les chercheurs pensent que le navire a peut-être sombré lors de cette même catastrophe. Une autre découverte récente liée à la vie le long du Nil concerne la partie inférieure d'un immense complexe cultuel situé à environ 16 km au sud-ouest du Caire. Elle est directement reliée à un temple supérieur consacré à Rê, le dieu solaire égyptien. La section récemment mise au jour correspond à un temple de la vallée vieux d'environ 4500 ans. Le sanctuaire supérieur se dresse sur un terrain plus élevé et avait déjà été fouillé il y a des années. Le temple de la vallée, plus proche du Nil, lui est relié par une chaussée. Un égyptologue allemand, Ludwig Borchardt, avait commencé à explorer une partie du site en 1901, mais la nappe phréatique était alors trop élevée et les travaux durent être interrompus. Aujourd'hui, le niveau de l'eau ayant baissé, une équipe moderne a pu fouiller près de la moitié du temple depuis 2024. Une fois sur place, les archéologues ont mis au jour les restes d'un portique d'entrée à colonnes. Ils ont ensuite découvert des blocs sculptés portant un calendrier d'événements religieux, presque comparable à un programme public antique. Les inscriptions mentionnent notamment des fêtes dédiées à Sokaris, divinité à tête de faucon associée à Memphis, capitale majeure de l'Ancien Empire, ainsi que la fête de Min, dieu de la fertilité, et même la procession de Rê. Tous ces blocs ont été trouvés autour du portique d'entrée, ce qui suggère fortement que la façade extérieure du temple exposait ce long calendrier de célébration. Pour cette raison, les archéologues pensent qu'il pourrait s'agir de l'un des plus anciens exemples connus d'un véritable calendrier public, une liste d'événements destinés à toute une communauté et intégrée à l'architecture. En outre, l'équipe a découvert des dizaines de blocs décorés portant des inscriptions mentionnant le pharaon Niuserre, qui régna vers 2389 avant notre ère et fit construire ce temple. Ce sanctuaire montre aussi comment les déplacements s'organisaient dans l'Égypte antique. Le temple supérieur accueillait le culte principal, tandis que le temple de la vallée rendait l'ensemble accessible. Il servait probablement de zone d'arrivée pour les embarcations venant soit directement du Nil, soit plus vraisemblablement d'un de ses bras secondaires. Plutôt que de traverser le désert à pied, les visiteurs pouvaient donc arriver par voie d'eau, débarquer au quai du temple, pénétrer dans le temple de la vallée, puis remonter la chaussée vers le sanctuaire élevé sur la colline. Après environ un siècle d'utilisation, les chercheurs ont découvert que ce temple inférieur avait été transformé en zone d'habitation. L'élément le plus intéressant de cette période est la découverte de 2 pièces en bois servant à jouer au sonnette, un ancien jeu de plateau. Le sonnette apparaît sur d'autres sites égyptiens, y compris dans la tombe de Toutankhamon, mais ses règles exactes restent aujourd'hui débattues. Certaines découvertes en Égypte créent d'ailleurs de nouvelles énigmes plutôt que d'en résoudre. Début 2025, des archéologues ont annoncé la découverte de la première sépulture pharaonique trouvée dans le périmètre de la vallée des rois depuis celle de Toutankhamon en 1922. La tombe nouvellement identifiée de Toutmosis II aurait été inondée presque aussitôt après l'inhumation. Des responsables de l'époque seraient alors intervenus rapidement pour retirer la momie et la majorité des objets funéraires, puis les cacher ailleurs. La momie fut retrouvée plus tard par les archéologues.
L'aspect le plus étrange concerne un vase d'onguent en albâtre découvert dans la tombe, qui relie directement la sépulture à Hatshepsut, l'épouse et demi-sœur de Thoutmôsis II. L'inscription indique qu'elle fit ériger ce monument pour lui, preuve qu'elle organisa ses funérailles. Pourtant, cela n'explique toujours pas pourquoi elle choisit cet emplacement pour lui, avant d'opter ensuite pour la vallée des rois pour sa propre tombe. Les archéologues étudient désormais un énorme monticule de décombres près du site, haut d'environ 23 mètres, qu'ils soupçonnent d'avoir été construit pour dissimuler quelque chose d'important. Si une seconde tombe se trouve en dessous, elle pourrait être intacte. Ainsi, plus les archéologues creusent, moins l'Égypte antique apparaît comme une civilisation disparue, mais plutôt à une civilisation simplement mise en pause. Elle n'a pas seulement survécu au passage du temps, elle paraît l'avoir déjoué. Et nous commençons à peine à en retrouver la trace.